Merci de tourner vos manettes sur JT et Mag, ainsi que dans nos chaînes partenaires. Comme vous avez toujours eu l'insigne honneur de nous suivre, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine d'interaction politique, économique, juridique et aussi culturelle, actualité croisée, que j'ai l'insigne honneur de vous le présenter. Merci de nous suivre de partout à travers le monde. Vous nous captez ici à Kinshasa dans le 24 communes. L'actualité, comme vous le savez, reste entièrement dominée par la rencontre qu'a le président de la République avec les évêques de l'Asenco et le pasteur de l'Église catholique. L'actualité, c'est aussi la saison sèche, comme vous le savez. L'actualité, c'est aussi dans les domaines juridiques, l'élection à la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamuleta sera remplacé, sera maintenu. Le juridique parle. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur cette tribune pour parler de toutes les questions qui taraudent l'esprit des Congolais avertis, Maître Jean-Marie Kabengela, qui est juriste. Avec lui, nous allons épiloguer sur beaucoup de sujets d'actualité pendant ces temps à bâton rompu. Maître Jean-Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Bochard, merci de l'invitation. Merci. Vous rentrez, maintenant vous êtes détendu, hein, après la troisième conférence sur la conférence débat que votre cabinet a organisée. Je tiens à vous féliciter sur l'organisation surtout, la pertinence de votre réflexion, mais également sur les échanges qu'a eu. On a vu la crème estudiantine, hein, c'est déployé au cours de cette conférence. Ça vous laisse ça vous laisse dans quelle soif et ça vous a donné quel signe? Merci beaucoup de vos compliments. Et ça nous laisse sur la soif d'encore bien faire pour partager notre modeste expérience avec la jeunesse et avec les décideurs politiques. Parce que nos trois conférences, comme vous venez de le dire, nous les organisons pour contribuer à notre manière à la bonne gouvernance juridique et au savoir-faire dans le domaine du droit. La première conférence, nous l'avions tenue à Fatima sur le thème des conditions constitutionnelles de la coalition et de cohabitation. La deuxième conférence, c'était sur la question des nationalités congolaises à travers le texte constitutionnel. C'était l'approche d'ailleurs des élections, des élections en général. Voilà. Et je pense qu'au bénéfice de cette deuxième conférence, la loi Tiani a été mise en veilleuse parce qu'elle ne répondait pas au préalable d'une modification de la loi relative à la nationalité congolaise. Nous avions démontré en cette circonstance-là que la loi relative à la nationalité congolaise prenait sa substance de la Constitution. Que tant que la Constitution sur la question n'était pas révisée, il était prématuré d'envisager la modification de la loi relative à la nationalité congolaise. Heureusement, les décideurs, nos deux chambres du Parlement, ont pu mettre la loi en veilleuse. Vous étiez entendu, donc. Bien sûr. Et maintenant, c'est les arrêts controversés de la Cour constitutionnelle, force et faiblesse. Vous avez salué les échanges. D'ailleurs, les images défilent, on voit ces KU. Les échanges que nous avons eus, ça a prouvé quand même qu'on n'avait pas fait cette étude-là en vain. Ça va bien entendu influer sur l'administration de la justice constitutionnelle, parce que là, nous avions visé les arrêts rendus en matière de contrôle de constitutionnalité. En deuxième position, c'était les arrêts rendus en matière répressive. Et nous avions fini par aborder la question relative aux arrêts rendus en matière électorale. En grosso modo, vous reprochez les arrêts qui sont rendus de manière abracadabrante? Non, nous avons trouvé quelques arrêts que nous avons salués par avoir l'effort que fournit la Cour constitutionnelle. Mais en saluant ces arrêts-là, nous ne sommes pas empêchés de relever quelques failles qui nécessitent que la Cour puisse orienter autrement son action juridictionnelle pour poser de manière irrévocable certains principes justifiant sa compétence tant matérielle que personnelle en ce qui concerne les matières répressives. Alors aujourd'hui, ici, il faut voir l'architecture juridictionnelle de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que la Cour, le cours font leur travail comme il se doit? Nos juridictions font dans la mesure du possible du bon travail. Nous parlons dans la mesure du possible. Donc, il ne faut pas attendre des humains
la La perfection perfection. qui appartient à Dieu. Si vous faites la comparaison entre le fonctionnement de nos institutions judiciaires et celles internationales, vous découvrirez que même au niveau de la Cour pénale internationale, il est prévu une chambre de première instance et une chambre d'appel. Ce qui veut dire qu'il est possible que même au niveau de la Cour pénale internationale, que le juge de première instance commette des erreurs et que ces erreurs soient éventuellement corrigées par la chambre d'appel. Alors aujourd'hui, on a la Cour de cassation, on a la Cour des comptes, on a la Cour constitutionnelle, on a plusieurs cours. Il y a Conseil d'État, il y a Conseil d'État, il y a la Haute Cour militaire. Il y a la Haute Cour militaire. Alors par rapport à toutes ces juridictions, qui excellent, selon vous, dans le travail juste et dans les dires de le droit? Ils ne disent pas le droit sur les mêmes questions. Donc, chaque juridiction a sa spécificité par rapport à la matière de la compétence lui dévolue par la Constitution et les lois de la République. Il y a d'autres juridictions. Je vais prendre la Cour d'appel. Il y a certaines décisions qui ressortent de là. Et les gens sont mécontents. La Cour constitutionnelle, je dirais, dans l'affaire qui a concerné l'ancien ministre, le premier ministre Matata Pogno, les gens ont remis la décision en cause. Il y a beaucoup de questions comme ça. Oui, c'est pour cette raison-là que quand nous parcourons les instruments juridiques internationaux, la Constitution et les lois, notamment la Constitution, vous trouverez qu'il est toujours prévu les mécanismes de recours, les garanties de recours contre les décisions rendues. Malheureusement, le législateur de notre pays, devant la Constitution qui dit qu'il ne peut pas être dérogé au droit de recours, l'article 61 de la Constitution, se permet de donner à certaines juridictions, notamment le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour militaire, la compétence de statuer dans certains cas en premier et dernier ressort. Ces dispositions légales sont en conflit avec la Constitution qui veut que toute personne appelée en justice, jugée, les cas échéants condamnée, puisse bénéficier du droit de faire recours. Alors, il faut comprendre maintenant que chaque juridiction, selon la sphère de ses compétences, fait le travail dans les limites de l'humain. Il ne faut pas généraliser. Donc, la Haute Cour militaire ne ferait pas le travail du Conseil d'État. Le Conseil d'État ne ferait pas le travail de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne ferait pas le travail de la Cour de cassation, vice-versa. Et même au niveau des parquets rattachés près ces juridictions, chaque institution judiciaire a sa part de compétences qu'elle doit exercer. Nous parlons de l'actualité. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, son mandat vient de tirer vers sa fin. Aujourd'hui, il faudra qu'il y ait élection. Alors, j'aimerais entrer de manière logique dans cette question. Comment d'abord, vous, étant que pratiquant de droit, avez trouvé l'action de Kamuleta à la tête de la Cour constitutionnelle? Nous avons actuellement, à travers les fonctions de président exercées par le juge Dieudonné Kamuleta, la Cour constitutionnelle s'est ouverte à beaucoup d'autres juridictions constitutionnelles à travers le monde. La Cour constitutionnelle a organisé, à ma connaissance, au moins 2 colloques scientifiques à travers lui, parce que lui, il est à la fois président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Sous son mandat en tant que président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, j'ai vu au bénéfice des magistrats des améliorations. On sait qu'aujourd'hui, les magistrats et leurs familles bénéficient des soins de santé gratuits. Comme moi qui vous parle, je suis conjoint à une magistrate, je bénéficie des soins pris dans des grands centres hospitaliers. Très bien. Ce qui est suffisant. Ce qui est à son bénéfice. Alors, avec de tels élans, on ne peut que dire que c'est un mandat qui a produit quand même. Sachez que les magistrats mouraient même de manque d'aspirine et leurs familles. Je suis proche de beaucoup de magistrats de la promotion
nous avons perdu beaucoup de magistrats, faute de soins médicaux. Et maintenant que sous la présidence de Dieudonné Kamoleta, les magistrats sont pris en charge médicale et dans des grands centres tels que Mariama Center, Médecins de nuit, Initiative Plus, des grands centres. Et tout ça, non seulement la consultation, les soins, les produits pharmaceutiques, de la prise en charge complète. Même au niveau de l'ophtalmologie, même les lunettes jusqu'à valeur de $200, c'est donné gratuitement. Très bien. Je pense qu'il faut saluer. Ne pas saluer, c'est nier même le fait que moi-même, je suis bénéficiaire collatéral de la gouvernance de Dieudonné Kamoleta. Alors aujourd'hui, voir Kamoleta a quitté le fauteuil de la présidence de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il y a des préalables d'abord? Il n'y a pas de préalable. Il a fait en fonction de président de la Cour constitutionnelle 3 ans. On doit faire l'élection. Et l'élection, pour ce qui concerne le juge à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de limitation de nombre de mandats ou de nombre de fois où un juge peut postuler à être président de la Cour constitutionnelle. Donc c'est un mandat illimité. C'est illimité tant que vous êtes encore dans la durée de votre mandat en tant que juge. Parce qu'il faut faire la part des choses. Tout juge nommé à la Cour constitutionnelle a un mandat de 9 ans. Tant que vous êtes juge, même s'il vous reste une année, vous pouvez postuler. Alors, ça, c'est un mandat en tant que juge. Deuxième mandat, c'est le mandat de président qui a une durée de 3 ans. Il vient de finir les 3 ans. Maintenant, le scrutin s'ouvre en compétition. Tout juge, y compris lui-même, peut postuler à cette élection. Donc, je vis dans votre lecture de fait, par rapport à cette élection Mon tweet. Votre tweet. C'est une lecture que vous avez faite sur le fait de cette élection. Vous avez essayé un peu d'éclairer l'opinion sur l'article 8 de manière assez claire. Vous vouliez insinuer quoi? Nous voulons tout simplement dire que aucun juge nommé à la Cour constitutionnelle ne peut être contraint à exercer ses fonctions de juge à moins de 9 ans. Sauf si il est tiré au sort, comme le veut la Constitution, soit s'il décède ou s'il démissionne, l'autre cas, sauf s'il est nommé à une fonction incompatible. Tant que cela n'est pas le cas, nous ne pouvons pas considérer l'opinion qui pense qu'il y a des juges qui seraient titulaires de mandat depuis 2015, année de l'installation et de nomination des premiers juges. Le raisonnement des juges de remplacement qui auraient eu pour mission d'achever le mandat des juges initialement nommés a une limite. Quelle est la limite? Premièrement, le mandat initial ne porte pas le nom de mandat Vundawe, mandat Isambo, mandat Banyaku, ainsi de suite. De façon que l'on puisse dire le mandat Banyaku continue ou le mandat Vundawe continue. Quand Vundawe a démissionné, il a été remplacé par telle personne pour qu'on termine le mandat du nom de Vundawe. Cela n'est pas le cas. Si même on peut suivre cette opinion va nous mettre dos ou nez contre mur. Comment? Si nous considérons les 9 membres qui ont été nommés en 2015, leur mandat devrait finir en 2024. Très bien. Toutes choses restant égales par ailleurs. Si nous considérons que les autres juges qui ont suivi, qui ont été nommés, l'ont été en vue de remplacer les initialement nommés, c'est que
à part les 2 juges qui venaient d'être nommés en janvier 2025, les autres juges, les 7, ne doivent pas, parce que soit ils auraient remplacé les initialement nommés, soit à la suite des tirages au sort, soit à la suite d'un décès, d'une démission ou de la nomination à une fonction compatible. Par voie de conséquence, la Cour constitutionnelle, au jour d'aujourd'hui, n'aurait que 2 juges qui sont nommés en janvier 2015. Ce qui n'est pas l'entendement du Constituant, ce qui n'est pas même cohérent ou logique avec l'enchaînement des ordonnances du président de la République nommant les juges constitutionnels. Donc, c'est une sorte des analyses politiquement intéressées que nous ne pouvons pas suivre. Parce que en dehors, donc 2024 était la fin de mandat de 9 juges initialement nommés. Qui va nous dire maintenant que jusqu'en 2024, ceux qui ont été élus là ne l'ont pas été en remplacement de 9 initialement nommés. Donc, à l'heure actuelle, l'architecture doit rester comme telle. En principe, la Cour constitutionnelle, de la part de la volonté du constituant, et doit être composée de 9 juges. Alors, si l'un, comme le constituant l'a prévu, doit y avoir renouvellement par tiers chaque 3 ans. Alors, pour qu'il n'y ait pas de vacances, de carences, de vide, on pourvoit. S'il y a décès, on pourvoit. La finalité, c'est pas définir le mandat qui a été initialement commencé. La finalité, c'est maintenir le nombre de juges de la Cour constitutionnelle à 9. Voilà. Donc, chaque juge, quand il vient, il est nommé pour une durée de 9 ans. L'erreur vient d'où? L'erreur vient de ce que, lors du premier renouvellement, on a confondu le décès des juges Kalonda, à une sorte de tirage au sort. Non. Et les démissions. Quand quelqu'un démissionne, si l'on voulait rester dans la logique d'un mandat qui aurait dû être achevé, on aurait d'abord tiré au sort. Si l'on tire au sort et que le décédé ou le démissionnaire est tiré au sort, on renouvelle. De façon que si le décédé n'est pas tiré au sort, on renouvelle d'abord en fonction de ceux qui sont tirés au sort, et puis on vient nommer pour remplacer le décédé. Parce que et le décès, la démission, le tirage au sort sont des causes de fin de mandat. Des mécanismes, ouais. Donc, c'est cette confusion. Alors, si on pouvait se référer à comment ça s'est fait au niveau du Conseil de l'ordre de barreau, au Conseil de l'ordre de barreau, chaque membre du Conseil de l'ordre est élu pour 3 ans, non immédiatement renouvelable. Oui. Mais si jamais un membre du Conseil de l'ordre décédé avant, on élit un membre pour achever, ce qui n'est pas dit au sujet des membres du Conseil, membres au niveau de juge constitutionnel. Chez les avocats, c'est dit que si un membre du Conseil de l'ordre venait à perdre son mandat de membre du Conseil de l'ordre avant l'échéance, on devrait élire un nouveau membre pour achever. Dans la Constitution, cela n'est pas dit. Deuxièmement, chez les avocats, pour renouveler le Conseil de l'ordre par tiers, on organise le tirage au sort premièrement, et au deuxième tour, tout se termine parce que à la troisième échéance, tout sera automatique. On aurait dû observer la même pratique pour régulariser le renouvellement par tiers de la Cour constitutionnelle, mais il y a eu beaucoup de considérations d'ordre politique qui ont fait que la règle telle que voulue par le constituant ne soit pas respectée. Alors aujourd'hui, nous parlons de Dieudonné Kamhouleta, son bilan et parcours, et puis s'il faut qu'il soit succédé en lui-même,
quelles peuvent être les actions prioritaires à mener? C'est pas moi de les déterminer. Non, mais vous êtes un pratiquant du Je droit. pense Vous avez vanté son action. Il y a le CSM, dont il est le président. Il y a le chef de l'État dans le cadre des réunions interinstitutionnelles. Il y a la volonté du chef de l'État sur l'administration de la justice. De la justice, ouais. Donc, il y a tout ça. Et puis, sur le plan international, il y a la diplomatie qu'il est en train de piloter. Ouais. Aujourd'hui, notre Cour constitutionnelle a quand même de l'espace sur la scène internationale. Moi, je l'encourage et je souhaite qu'au niveau de l'administration de la justice, qu'il y ait des règles précises, des justifications de compétences. C'est cela qui m'a poussé à organiser la conférence pour démontrer qu'ici, c'est bien fait, mais il reste des choses à faire. Et donc, si jamais il succédait à lui-même, je pense que l'image de notre justice constitutionnelle se retrouvera renforcée et la crédibilité de notre justice à travers les juges constitutionnels pourra toujours nous rapporter quelque chose d'avantageux. Les arrêts controversés de la Cour constitutionnelle, force et faiblesse, c'est sur cette base que Maître Jean-Marie Kabengela a articulé la 3e conférence organisée par le cabinet qui porte son nom. C'était dernièrement dans la salle Siliki, dans la commune de Ngalima. Maître Jean-Marie Kabengela, mais pourquoi aujourd'hui, peut-être une question, permettez-nous, nous sommes en train d'établir sur le plan juridique, et pourquoi aujourd'hui il y a eu tiraillement, durant ses deuxièmes mandats de président de la République, entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la justice, je crois. De la magistrature. Pourquoi? Parce que ce sont des tiraillements qu'on n'a jamais vécus. On a vu, s'il faut remonter, on a vu Rose Mutombo, ministre de la Justice. On n'a pas vu des tiraillements. On a vu Mbosso qui était là aussi, étant que il était vice ou ministre. Il était vice-ministre. Vice-ministre. Les ministres qui ont précédé, Mutamba n'ont pas eu des tiraillements avec le Conseil supérieur de la magistrature. Mais à l'heure actuelle, on a vu, il y a eu des secousses, il y a eu des coups qui se sont donnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'avenir, peut-être aujourd'hui, Mutamba ne sera plus ministre de Justice, et si aujourd'hui, les droits doivent être dits, si il aura un successeur, quel avenir, comment voudriez-vous que la justice soit entre le ministre qui est politique et le Conseil supérieur de la magistrature? C'est d'abord le respect des règles de compétence. On devrait éviter que tout le monde devienne ministre de la Justice, que tout détenteur de diplôme de licence en droit devienne ministre de la Justice. Pour le devenir, il faut connaître les institutions judiciaires et les règles de fonctionnement. Et puis connaître le champ de collaboration, des limites, de pénétration de compétences entre les institutions et les différents intervenants dans l'administration de la justice. Est-ce qu'il y a un critère pour être ministre de la Justice? Il n'y en a pas. En politique, il n'y a pas de critères. C'est cela qui tue la justice. On devrait considérer que la justice ou l'administration de la justice est un domaine technique qui ne peut être piloté que par un technicien. Vous avez posé la question sur le ministre sortant. Qu'est-ce que moi j'ai relevé? J'ai relevé manque de maturité, manque d'éthique d'État, parce que en tant que ministre de tutelle du pouvoir judiciaire, on devrait chercher à tout prix la collaboration. Ne pas passer par le média en taxant les magistrats de mafieux, en allant dans des prisons, libérer indûment des personnes détenues sous prétexte que les magistrats qui avaient condamné ces gens-là ou qui les avaient envoyés en prison étaient des mafieux. Est-ce qu'il a menti? Il n'y a pas de magistrats mafieux? Il n'y en a pas. Vous pouvez me prouver qu'il y a des magistrats mafieux. Je peux vous montrer combien de journalistes parmi vous ont fait des prisons pour des mafias. Et vous n'avez pas le même nombre. Les magistrats sont plus nombreux que vous, le journaliste. Il y a beaucoup de journalistes. S'il y avait des choses qu'on a trouvées dans un téléphone d'un de vous,
donc des choses contre l'honneur des autres membres du gouvernement. Ce n'était pas un magistrat qu'on avait envoyé ça. Donc, vous posez la question comme celle qui m'a été posée en France quand j'étais allé pour participer à la procédure d'exéquature d'une décision rendue ici. Le juge français avait pris son courage de me dire si je pouvais confirmer que les magistrats congolais étaient corrompus. Je dis, le mot corruption n'est pas un mot congolais francisé. Ça vient de chez vous. Chez nous, vous ne trouverez pas 5% des magistrats qui sont en prison pour faire de corruption. Donc, nous devons, surtout vous les journalistes, ayez le respect de mots. Les magistrats, ce n'est pas n'importe qui vient être magistrat. Si aujourd'hui, Chancellor Kopamba, on peut devenir ministre, on peut devenir député, mais pour être magistrat, il faut avoir parcouru un long chemin, être au moins détenteur de diplôme de licence en droit. Non, on parle de l'état d'esprit. On devient mafieux quand on se retrouve devant une opportunité qui vous amène à la mafia. Mais je vais vous montrer. C'est la question dont je vous pose. Si aujourd'hui vous blanchissez les magistrats, il n'y a pas de magistrats mafieux. Je vais vous expliquer parce que je suis mieux outillé pour vous dire. La tactique ou le mode opératoire qu'utilisent souvent les criminels à col blanc, les criminels intellectuels et organisés, c'est d'abord de fragiliser l'organe ou les organes de poursuite. Et nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Si vous vous dites que les magistrats sont corrompus ou sont des mafieux, renseignez-vous aux étudiants de notre pays qui sont déjà au niveau des graduats. Troisième. S'il revient au ministre de la Justice d'accorder la libération conditionnelle aux personnes qui ont fait recours en cassation, qui ont fait recours en appel, ou aux personnes condamnées définitivement par une juridiction militaire. Ça, c'est pas le magistrat. Ça, c'est l'ignorance des textes qui organisent le fonctionnement de l'administration de la justice. Donc, tirer sur le magistrat comme des mafieux, mais mon cher, puisque les règles de bonne éducation ne nous permettent pas de dire d'autres choses. Je pense que moi, je suis toujours content de ce que font les magistrats. Mais je sais que telle erreur, ça peut être l'inattention, peut-être manque d'expérience, mais il ne faut pas d'emblée dire que les magistrats sont des mafieux. C'est tout un corps. Donc le ministre a péché. Dans ce pays, il y a le pouvoir exécutif à deux têtes. Donc un pouvoir exécutif bicéphale. D'une part, vous avez le président de la République et d'autre part, le premier ministre, le chef du gouvernement. Vous avez le pouvoir législatif avec deux chambres bicamérales. Vous avez le pouvoir judiciaire. Qui peut se permettre impunément d'insulter le président de la République? Qui peut se permettre? Parce que maintenant, même le ministre qui avait taxé la première ministre de Carabala sorcière, il doit en répondre. Mais c'est ici où l'on pense que les animateurs de pouvoir judiciaire sont des vulgaires. Et parce que moi, je suis avocat de profession, je ne peux pas rester indifférent lorsque le corps auquel j'appartiens est vilipendé. Et vous défendez ça avec les mains. J'ai même critiqué certaines réunions interinstitutionnelles où l'on parle de la justice sans que l'on invite notre bâtonnier national. Le bâtonnier national actuellement dans notre pays est le représentant de plus de 20 000 avocats. Plus de 20 000 avocats. Et l'on parle de questions de justice. Notre bâtonnier national n'est jamais associé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent, et de manière erronée, que les barreaux seraient des ASBL. Les barreaux ne sont pas des ASBL. Mais c'est l'impression que ça donne, hein? Mais c'est l'ignorance. Et ça ne doit pas être dans le fonctionnement. L'ignorance des barreaux sont des institutions d'utilité publique. Sont des étapes d'utilité publique. Il y a des barreaux qui sont donc, le barreau est organisé par la loi. C'est organisé par la loi. C'est pas par une convention entre parties. Il y a une loi qui organise le barreau. Actuellement, avec la loi organique sur les gestions de l'ordre administratif, le barreau, nos différents conseils de l'ordre ont le statut
des juridictions administratives spécialisées. Comment ces conseils de l'ordre, qui ont le statut selon la loi sur les juridictions de l'ordre administratif, des juridictions administratives spécialisées, vous pouvez parler de l'administration de la justice et ignorer l'existence des barreaux, ignorer l'existence du bâtonnier national qui incarne tous ces barreaux, tous ces conseils de l'ordre. C'est inadmissible. C'est parce que peut-être les gens n'aiment pas les gens qui disent la vérité. On dit le barreau, c'est peut-être un syndicat, c'est juste un regroupement, vous êtes organisé comme ça. Et... Excusez-moi, tous ceux qui ont dit ça, ils sont dans le lot des ignorants. Le barreau n'est pas une ASBL, le barreau n'est pas un syndicat. Quand vous rencontrerez ces gens-là, dites-leur que vous êtes des ignorants parce que vous assimilez le barreau aux ASBL, aux syndicats. Maître Jean-Marie Kabengela, là, vous êtes en train de nous mettre déjà piste à l'oreille pour vous poser la question de savoir quel serait aujourd'hui le sort du ministre de la Justice, où on a senti quand même il y a calmie après sa rencontre avec le chef de l'État. On ne sent plus la pression qui était derrière lui. Hein. C'est comme si il sera quelqu'un qui sera... L'armée numérique fait son travail. Elle peut continuer à faire le travail des démentis, des désinformations. Et c'est curieux que même les journalistes professionnels bien formés tombent. Vous savez, nous, on a aussi besoin d'argent. Mais nous, avocats, on n'accepte pas n'importe quel dossier. Pas n'importe quelle consultation. La presse doit se montrer digne. J'ai même entendu dans l'armée numérique que le chef de l'État aurait refusé la démission de Constant Moutamba. C'est encore une fois de l'ignorance. Même quand on vous dit de dire ça, il faut vous ressourcer. Quelle est la démission qui relève de la discrétion du président de la République, c'est-à-dire il peut accepter ou refuser? C'est la démission volontaire. Que ceux qui ont pensé sur les réseaux sociaux que le chef de l'État pouvait refuser, il s'agit de la démission volontaire. Là, le président de la République peut dire je ne veux pas. Mais ça, c'est une démission imposée par la Constitution. Ne pas accepter, c'est violer intentionnellement la Constitution. Ne pas accepter, c'est mettre le chef de l'État dans la peau de haute trahison, parce que la haute trahison, c'est la violation intentionnelle de la Constitution. Voilà. Donc, dites aux gens de l'armée numérique qu'il faut toujours faire la part des choses. Si ailleurs, même dans le système romano-germanique en France et ailleurs, le chef de l'État peut, c'est lorsqu'il y a un problème d'ordre politique et que le ministre ou le premier ministre, pour des convenances personnelles, entend démissionner, là, le chef de l'État peut dire non, vous pouvez continuer. Mais lorsque la Constitution vous dit que lorsqu'un ministre, un premier ministre, est dans telle situation, il doit déposer la démission, le chef de l'État a le main lié. Donc il a une compétence liée d'accepter la démission. Donc, à ce niveau, le chef de l'État... Ne pas accepter, c'est violer la Constitution. Violer la Constitution, c'est se rendre coupable de la haute trahison. Donc, le chef de l'État... est tenu. Il est tenu. Il n'a pas de marge de manœuvre. Il n'est pas libre de créer un autre scénario. Constant Moutamba, quelle serait la voie de sortie aujourd'hui? On sent que Firmin Vondé a replié. Il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de condamnation. Tout ça, c'est l'armée numérique. Nous posons des questions à un pratiquant de droit professionnel aussi. Vous pensez qu'après la levée, l'autorisation de poursuite et l'autorisation de mise en accusation, la deuxième fois, là, c'était l'autorisation de mise en accusation. L'interdiction de ne pas sortir. Non. L'Assemblée a voté pour que Moutamba soit mis en accusation. Par quelle voie Vondé va s'en sortir pour dire je ne le mets plus à la disposition de la Cour de cassation? L'armée numérique, évitez. Il faut éviter de distiller des contre-vérités.
Il a été invité, à ma connaissance, il n'a pas répondu. La justice suit son cours normal, sous son impulsion et sous son injonction. Nanga a été poursuivi. Nanga, on a déposé les actes de poursuite. Nanga n'a pas répondu. On va suivre les mêmes règles. Ce qui a été fait à charge de Nanga, ça sera fait à sa charge. On l'invite, il ne répond pas. On va, la force restant à la loi, soit on va le contraindre, soit la procédure va suivre s'il s'échappe par défaut. Donc, le même mécanisme juridique suivi à charge de Nanga et consort sera appliqué pour Moutamba. Oui. Alors aujourd'hui, si on suit le cours normal de la justice, Moutamba peut être condamné à combien d'années de prison? Ah, ça, je ne sais pas, c'est l'appréciation souveraine du juge. C'est le juge qui va apprécier. C'est le juge. Mais de toute façon, s'il a suivi ma conférence, il devrait, au lieu de me menacer comme autrefois de mort ou de poursuite, que j'ai fait une analyse lors de la conférence qui pourrait lui faciliter la tâche. Lui faciliter la tâche comme quoi? Non, je ne sais pas. Mais s'il est intelligent, s'il a suivi, il doit suivre ma conférence. Parce que moi, je reste objectif. Que ce soit l'ennemi qui pose, que ce soit quelqu'un qui ne supporte pas, la règle de droit est impersonnelle. Je l'ai expliqué. Si c'était seulement le problème de détournement, c'est condamnable à la peine de travaux forcés, qui, à mon sens, a été aboli et supprimé. Et j'ai démontré des preuves que c'est une peine qui ne peut plus être appliquée, que toutes les infractions punies de cette peine-là sont jetées dans le lot des infractions à l'égard desquelles il n'y a pas de peine déterminée. Et là, nous tombons sur le décret du 2 août 1922. Tout ça, quand je le disais sur ceux qui sont de l'autre côté, attention, il faut bien faire la procédure. Il m'a menacé en disant, tu dis ça, tu es intelligent, garde ton intelligence chez toi à la maison. En Ukraine, tu fais ça en tabac. En Russie, tu fais ça en tabac, ça sera le cas ici. Donc, c'est de moi qu'il s'agissait, qu'il devrait abattre. Et ça, nous, lui, qui avait insulté Félix ne l'a jamais poursuivi. Ne l'a jamais menacé de mort. Mais lui, comme moi, j'ai fait des analyses juridiques, scientifiques, objectives, il s'était permis de me menacer de mort. Mais est-ce qu'il s'est posé la question, dire de quelqu'un qui n'a pas son niveau? Non, mais c'était dans le cadre électoral. Hein, vous le justifiez, c'est pourquoi moi je me méfie des journalistes, parce que quand déjà vous êtes approché par un politicien, vous perdez votre plume. Gardez l'indépendance comme nous les avocats. Ce n'est pas parce qu'un client est venu que je dois tout gober. Prenez votre indépendance. La profession de journaliste, c'est une profession noble. Que quelqu'un, même si vous donnez 10 000, non, prenez telle ligne éditoriale, en un moment, sauvez votre honneur. Moi, je défends mon honneur sous Kabila. Je l'ai combattu jusqu'à la fin, au point que je n'étais une personne non grata. N'est-ce pas? J'ai perdu le mandat 2 fois sous le régime de Félix. Cela ne peut pas me dire aujourd'hui de me lever contre Félix. Parce que quand il faut faire des analyses, j'oublie ma victimité, je vois les choses de manière objective. Et je pose le principe. Des personnes faibles à ma place auraient tourné le dos contre Félix. N'est-ce pas? Mais j'ai été formé et je ne dois pas remettre en cause ma formation. C'est pourquoi, quand il s'agit d'une réalité juridique, j'interroge les textes et je pose le principe. Vous, journalistes, faites de même. Vous savez pourquoi je me méfie maintenant des journalistes? C'est parce que je suis informé que dans le mode opératoire, les délinquants des droits à col blanc ont versé de l'argent dans la presse. Et c'est avec déception que je l'apprends. Hier, des journalistes envers lesquels j'avais beaucoup d'estime, qui aujourd'hui, vous voyez, même ils envoient même des gens sur nos comptes Twitter, WhatsApp, des groupes, pour juste vous insulter. Mais donnez l'argument contraire
L'ignorance ne remplacera jamais l'intelligence. L'intelligence. L'ignorance ne remplacera J'étais bien jamais formé, je le demeure. l'intelligence. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez défendu votre profession. Les journalistes intègres existent aussi. Hein. Ça existe, Parce mais qu'aujourd'hui, curieusement, il ne faut pas incriminer les journalistes qui font leur travail. Nous sommes à la quête de l'information. Nous prenons le bon côté de la chose pour que les uns et les autres ne soient pas lésés. Si aujourd'hui, vous étiez victime de menaces de mort de la part de tel, de X ou Y, parce que vous avez dit la vérité, les journalistes aussi sont dans la recherche de la vérité pour aujourd'hui que la population soit éclairée sur les zones d'ombre qui taraudent un peu l'esprit par rapport à ces dossiers, hein, qui est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, cherchez que dit à l'armée numérique, la justice ne se rend pas dans les réseaux sociaux. okay. La procédure est déjà mise en branle. Elle ira jusqu'au bout. Ça, je peux vous dire comment... Ça prendra le temps que ça prendra. Je vous dis comme avocat professionnel, je connais comment fonctionne la justice pénale de notre pays. On peut tout dire, inventer des rencontres du chef de l'État qui aurait dit ceci, cela. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'élection des membres de la Cour constitutionnelle, du président de la Cour constitutionnelle, a été reportée. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé dire que le chef de l'État aurait dit, alors qu'il n'avait rien dit. Il y a des gens qui ont dit que pour telle personne, j'ai reçu l'instruction du chef de l'État, sur l'injonction du chef de l'État. Tout ça, aujourd'hui, je pense, et je salue le président de la République, qu'il ouvre l'œil et le banc sur tous ceux qui font des choses en son nom, parce qu'en définitive, ces gens vont disparaître, mais celui qui portera le poids de cette gouvernance, c'est lui et lui seul. Constant Moutamba, pour lui, c'est fini. Hein? On ne parlera plus de ministre et donc il ne va plus rentrer au gouvernement après cette procédure. Si aujourd'hui, Constant Moutamba, après le jugement, sortait vainqueur. Pourquoi vous voulez que je parle de lui? Non, c'est la question que je vous pose. Il a l'âge d'un de mes enfants. Cela ne lui empêche d'être ministre de la Justice. Vous répondez aux questions que je vous pose concernant une personnalité publique. Vous m'avez pas appelé pour parler d'un individu. Non, c'est une question que je vous pose. C'est une personnalité publique. Écoutez, lui, son passage au ministère de la Justice m'a permis de faire revenir mes enfants, qui sont en 3e cycle maintenant, pour leur dire, attention, ne méprisez pas l'éducation que je vous donne. Parce que moi, à mes enfants, j'ai donné une éducation rigoureuse. Respect des personnes, respect des institutions, respect de la vie d'autrui. Donc, vous m'amenez ici pour parler de quelqu'un dont le passage au ministère de la Justice m'aurait seulement permis de dire, attention, ça, c'est la responsabilité, c'est ma responsabilité en tant que parent. Et je dois jouer ce rôle d'abord vis-à-vis de mes propres enfants. Maître Jean-Marie Kabengela, à quand la 4e édition de la conférence débat? Bientôt, si Dieu le permet, on va cette fois-ci passer en revue les arrêts du Conseil d'État. Le Conseil d'État fait la honte actuellement sur un point que je viens de relever. Le juge du Conseil d'État ont supprimé le voie de la procédure de référé en disant que pour que la procédure de référé soit recevable, il faut attendre l'expiration de 3 mois. Alors que le législateur a prévu la procédure de référé pour permettre à l'administré de se défendre avant que le pire ne lui arrive dans sa situation juridique. Alors, le Conseil d'État actuellement a dit, si vous venez avant 3 mois, ça sera déclaré irrecevable. Question, quelle sera alors la différence entre le recours principal et le recours en référé? Personne ne veut y répondre. Donc, vous reviendrez lors de la 4e conférence. Je viendrai pour démontrer, parce que d'abord, il y a beaucoup de confusion aussi. Là où il y a problème de compétence, on dit irrecevabilité. Là où il y a irrecevabilité, donc j'ai beaucoup d'arrêts d'ordonnance qui sont rendus. Donc, on peut comprendre que le Conseil d'État est en train de se rechercher, mais on ne doit pas se rechercher au point de supprimer une voie de recours que le constituant et les législateurs ont prévu. C'est vraiment, je ne sais pas. Donc, le chapitre ayant trait
au référé, procédure de référé, pour le Conseil d'État actuel, c'est supprimé. Alors aujourd'hui, on doit vous considérer comme un sentinelle, lanceur d'alerte, parce que vous êtes en train de voir la faiblesse des cours par rapport à leurs arrêts. Ou soit on doit vous qualifier comme qui, Jean-Marie Kabengela? Je suis analyste du fonctionnement de notre justice. Je confronte le comportement, les décisions rendues à ce que peut voir le texte constitutionnel et législatif pour savoir si le travail est bien fait. Parce que quand on dit que la justice élève une nation, c'est cette justice qui est rendue conformément à la volonté que nous, peuple congolais, avons exprimée à travers la Constitution et les lois de la République. Maître Jean-Marie Kabengela, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je crois que la population qui est en train de nous suivre partout à travers le monde tire des leçons de droit. Je crois que moi-même qui est ici, je suis édifié, même l'ensemble de l'équipe sommes édifiés par rapport aux matières qui sortent de ce monsieur. Je crois que vous aussi, les étudiants de L1, L2, jeu 1, jeu 2, jeu 3, prenez des leçons et puis participez aux conférences qu'anime le cabinet Kabengela. Vous aurez de la matière et vous aurez aussi la pertinence de poser des questions précises par rapport aux matières que vous recevez dans vos auditoires. Maître Jean-Marie, je ne peux pas vous laisser partir comme ça sans pour autant parler de l'actualité. Vous avez quand même vu le chef de l'État recevoir les évêques de la SEMCO après la ronde. Ronde qu'ils ont essayé encore de grignoter un peu cette politique. Vous avez vu. Est-ce qu'aujourd'hui vous accordez la chance à un pourparler entre Congolais, piloté par les évêques de la SEMCO? Tant que cela peut nous sauver, tant que cela peut nous apporter la paix, je ne peux que soutenir. Rappelez-vous, avant de remettre en cause la coalition FCC-Cash, le chef de l'État a recouru à une maxime, le salut du peuple et la loi suprême. Tant que tous les efforts fournis peuvent nous amener à la paix, à la cohésion nationale, je salue. Chez nous, l'on dit, c'est pas, je vais avoir le temps de traduire. Bon, en français, on peut dire ceci. D'abord, dans votre langue. Ma langue, on dit, Hadimwana, Usama, Bulaba, Busama, Badiba, Kouila, Bulaba, Wahafomwana, Tomana, Mwabok, Mujik. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand l'enfant est malade et que la terre est malade, c'est-à-dire terre, comprenez comme le fonctionnement des institutions. Vous devez commencer à guérir la terre de façon que le moment venu, parce que l'enfant mourra toujours un jour, que nous ayons là où il faut l'enterrer. Dans cette sagesse, je pense que tout ce qui peut nous apporter la paix, nous pouvons que le saluer. Pour finir, je voudrais vous dire que je suis en train de me préparer, cette fois-ci, à travers ce que j'ai constaté, d'organiser des séries de formation scientifique et éthique au profit de la jeunesse, des universités. Les universités. Parce que ce sont des cadres qui vont diriger le pays demain. Je veux commencer à faire des sélections, soit 100 par université, et puis lancer la formation. Cette formation sera à quoi? Plus les matières d'ordre juridique et l'éthique. Parce que je constate que la plupart des gens arrivent au sommet sans éthique. Sans éthique. Notre ministre de la Justice aurait été un bon juriste, mais sans éthique, on peut tomber à côté. C'est pourquoi je me donne la tâche de former la jeunesse sur l'éthique. Et j'ai constaté également qu'actuellement, l'université ne fait pas bien le travail. Quand vous échangez avec certains étudiants, vous sentez qu'il y a beaucoup de lacunes. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais faire une école pratique du droit pratique. Donc, ça sera une sorte de séminaire. Des séminaires de formation. De formation, des ateliers que vous allez organiser à l'intention de la jeunesse qui sont plus dans la faculté de droit. Bien sûr. Pas n'importe quelle jeunesse. Non, mais le droit, vous savez, le droit, c'est une culture. C'est une culture. Oui, même les journalistes peuvent venir.
Bon, on aura l'occasion de suivre cette formation qui sera organisée par les cabinets Kabengela. Hein. Vous êtes de partout à travers le monde. Merci à cette jeunesse estudiantine qui nous a suivis depuis la commune inspirée Lovanium. Merci également à vous qui nous avez suivis depuis IPC. Vous êtes à l'UCC, vous êtes à Belcampus, vous êtes à ULK. Vous avez suivi la pertinence de la réflexion de Maître Jean-Marie Kabengela qui est notre invité. Il a parlé des contours de l'élection au niveau de la Cour constitutionnelle. Il a bien articulé, il a bien explicité l'article 8 selon sa pensée. Il a aussi parlé de déboucher de ces processus enclenchés contre le ministre de la Justice sortant, Constant Mutamba. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus. On se retrouve dans un prochain numéro, toujours avec la même ferveur de vous servir sur JT Mag. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.